Vous connaissez maintenant les virus, les vers et les chevaux de Troie. Aujourd'hui, le cheval de Troie est de loin le logiciel malveillant numéro 1. Les virus ont presque disparu et les vers sont très souvent utilisés pour distribuer des chevaux de Troie. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que les logiciels malveillants modernes ont des capacités polymorphes qui les rendent difficiles à détecter, en particulier les chevaux de Troie qui sont conçus pour rester invisibles. Avant de voir comment empêcher un ordinateur d'être infecté par un logiciel malveillant, passons en revue 4 logiciels malveillants historiques qui ont causé beaucoup de dégâts. Alors voici 4 logiciels malveillants célèbres. J'ai choisi ces 4 malwares parce que chacun d'entre eux est un malware historique, c'est-à-dire un malware qui est très différent dans sa conception des malwares connus auparavant. Alors le ver Maurice a été le premier logiciel malveillant à attirer l'attention des médias. Il a été créé par Robert Morris, étudiant à l'université de Cornell, un étudiant brillant qui connaissait la programmation système et la programmation réseau. Morris a affirmé que son objectif était simplement de compter le nombre d'ordinateurs connectés à ARPANET. ARPANET est l'ancêtre d'Internet. Cependant, le ver Maurice a causé un déni de service à 10% des 60 000 ordinateurs qui étaient à l'époque connectés à ARPANET. 10%, imaginez un ver qui causerait un déni de service à 10% des ordinateurs connectés à l'Internet moderne. Ce serait une véritable catastrophe. Le ver Maurice était un logiciel malveillant assez sophistiqué. Il exploitait plusieurs vulnérabilités dans le système Unix. À cette époque, seuls les systèmes Unix étaient connectés à ARPANET. Alors j'ai énuméré ici certaines de ces vulnérabilités. De plus, le ver Maurice incluait des mécanismes de défense pour se protéger contre la destruction par un administrateur, par exemple. C'est un de ces mécanismes de défense qui s'est avéré fatal pour les ordinateurs infectés. En effet, un de ces mécanismes consistait à se répliquer plusieurs fois sur chaque hôte infecté. Cependant, cela s'est fait de manière incontrôlée et cela a provoqué un déni de service sur les hôtes infectés. Zeus est un cheval de Troie de référence. Il s'agit plus d'un paquet de logiciels malveillants que d'un simple logiciel malveillant autonome, car il peut être utilisé pour effectuer plusieurs tâches malveillantes. Il a été très souvent utilisé pour voler des informations sensibles par keylogging ou form grabbing. Le form grabbing est l'équivalent du keylogging, mais pour le vol de formulaires HTTP en clair, avant qu'ils ne soient chiffrés et envoyés au site web connecté. Une fois installé, Zeus se connecte à un contrôleur permettant à l'attaquant d'accéder à l'ordinateur infecté. Zeus peut être utilisé pour installer d'autres logiciels malveillants comme les ransomware. Zeus est un malware polymorphe, très difficile à détecter par les logiciels antivirus. Zeus est distribué en utilisant l'ingénierie sociale. Zeus est un cheval de Troie de référence à tel point qu'il est à la base de nombreux chevaux de Troie actuels et qu'il constitue toujours une menace aujourd'hui. Zeus, comme de nombreux chevaux de Troie, peut être acheté sur le marché souterrain du dark web. Stuxnet. Alors Stuxnet était un logiciel malveillant extraordinaire. Il s'agit en fait, très certainement, du logiciel malveillant le plus sophistiqué jamais conçu. Il avait une taille inhabituelle de 0,5 mégaoctets, ce qui est énorme pour un logiciel malveillant. Techniquement, il s'agit d'un ver avec une charge utile destructive. Il a exploité 4 vulnérabilités 0D du système Windows, ce qui est également très inhabituel. La charge utile devait détruire les centrifugeuses des centrales nucléaires iraniennes équipées d'un système de contrôle industriel Siemens très spécifique. C'était la première fois qu'un logiciel malveillant était utilisé pour détruire du matériel. Et quel matériel ? Je pense que vous avez compris que Stuxnet n'a pas été programmé par un hacker débutant. Stuxnet a été vraisemblablement développé par les agences de renseignement américaines et israéliennes. Alors, comment fonctionne Stuxnet ?
Stuxnet pénètre dans le réseau des installations nucléaires iraniennes via une clé USB. Est-ce une attaque par appât? Très probablement, mais je n'en suis pas sûr. Il infecte ensuite tous les ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows sur le réseau. Je vous rappelle que techniquement, c'est un verre. Une fois installé sur une machine, il recherche si l'ordinateur est connecté à un système de contrôle industriel Siemens. Ce système est utilisé pour faire fonctionner les centrifugeuses à grande vitesse qui permettent d'enrichir le combustible nucléaire. Si l'ordinateur n'est pas connecté à un tel système, Stuxnet ne fait rien. Si l'ordinateur est connecté à un tel système, Stuxnet tente d'abord de se mettre à jour via Internet. Il compromet ensuite les contrôleurs logiques du système cible. Ce sont des systèmes propriétaires de Siemens qui n'ont rien à voir avec Microsoft Windows. Cela montre également la sophistication de ce logiciel malveillant. Il prend le contrôle des centrifugeuses et les fait tourner jusqu'à la panne. Pendant ce temps, il fournit un faux retour d'information au contrôleur humain, comme si tout fonctionnait normalement. En quelques années environ, 20% des centrifugeuses iraniennes ont été détruites sans que les Iraniens ne comprennent ce qu'il se passait. Cependant, le diable est dans les détails. Je vous ai dit que Stuxnet se mettait périodiquement à jour. Eh bien, une mise à jour du code a introduit un bug, rendant Stuxnet instable et provoquant l'arrêt des ordinateurs. Les Iraniens ont donc contacté une petite société biélorusse spécialisée dans la cybersécurité et Stuxnet a été découvert en juin 2010 par un ingénieur de cette société, Sergei Oulassine. Alors, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille vivement de regarder ce documentaire sur YouTube. C'est mieux qu'un thriller, il vous raconte l'histoire de Stuxnet. Et si vous êtes intéressé par les détails techniques, vous pouvez vous référer au rapport de Symantec. Il a été rédigé par les chercheurs de Symantec qui ont inversé le code de Stuxnet. Alors que les ordinateurs sont de mieux en mieux protégés, la tendance actuelle est de mener des attaques à partir d'objets zombies. Et je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'Internet des objets. Les objets sont des dispositifs connectés tels que des webcams, divers types de capteurs, des systèmes d'automatisation, etc. Le dernier logiciel malveillant dont je veux parler est Mirai. Mirai est un verre qui a infecté des objets vulnérables basés sur Linux et connectés à Internet. Alors, chaque appareil infecté se transforme alors en bot sous le contrôle d'un attaquant distant. Le botnet Mirai était composé de centaines de milliers de dispositifs infectés. J'ai donc dit que Mirai est un verre, c'est-à-dire un programme malveillant qui se propage sur le réseau. Mais la charge utile de ce verre était de transformer chaque appareil infecté en un bot. C'est pourquoi je parle du réseau de bots Mirai. Le 21 octobre 2016, les attaquants contrôlant le botnet Mirai ont lancé une attaque DDoS contre l'infrastructure du fournisseur de services DNS DIN. DIN est un fournisseur de DNS qui est utilisé par certaines grandes sociétés Internet. En conséquence, la moitié de l'Internet aux États-Unis a été paralysée, principalement la côte Est. Je vis en Polynésie française, dans le Pacifique, et nous sommes directement connectés aux États-Unis. Nous dépendons donc de la partie américaine de l'Internet. Et je me souviens que ce jour-là, nous avons également connu des perturbations. L'Internet a également été perturbé en fait dans le monde entier et pas seulement aux États-Unis. Alors, examinons de plus près le fonctionnement de Mirai. En fait, Mirai est un logiciel malveillant très simple. Il est même probablement encore plus simple que le verre Maurice, qui était un très vieux malware. Tout d'abord, le verre Mirai scanne l'Internet à partir d'adresses IP aléatoires. S'il trouve un objet, il teste les mots de passe par défaut. Ainsi, la vulnérabilité exploitée par le verre est tout simplement: est-ce qu'on a affaire à un dispositif avec un mot de passe par défaut, oui ou non? Vous remarquez que ce n'est pas très technique.
S'il parvient à se connecter à un nouvel objet, il l'infecte afin que le nouvel appareil infecté puisse à son tour scanner l'Internet. Il envoie ensuite une notification au serveur de rapport contrôlé par l'attaquant. Le serveur de rapport se connecte à l'objet nouvellement infecté et lui injecte une charge utile, transformant l'objet en un bot prêt à participer à une attaque DDoS. Donc la charge utile qui consiste à transformer le dispositif en bot n'est pas transportée par le ver lui-même. Elle est uploadée par le serveur de rapport. L'attaquant lance ensuite une attaque DDoS contre l'infrastructure DNS de DIN en utilisant tous les appareils infectés. L'attaquant contacte les dispositifs infectés par l'intermédiaire de serveurs de commande et de contrôle. C'est un schéma très classique. Alors, quels étaient ces objets Internet qui ont été utilisés par Mirai? Les appareils Mirai étaient principalement des webcams, des routeurs domestiques et même des objets complètement divers comme des moniteurs de bébés. Mirai a été le premier logiciel malveillant à exploiter des objets connectés pour une attaque DDoS massive. Le code source de Mirai a été publié sur des forums de piratage et comme vous pouvez le deviner, il a été adapté ensuite à d'autres logiciels malveillants.